Bonjour à tous et bienvenue dans Recollection, un podcast où on parle culture et pop culture. Je vous propose mes recommandations de livres, de séries, de films, de musique autour d'un thème. Bonne écoute! Salut à tous et merci d'être avec moi pour l'épisode 4 de Recollection, un podcast où on parle ciné, séries, littérature et musique. Un thème par épisode, une sélection de recommandations, à vous ensuite de piocher ce qui vous fait envie. On a déjà parlé d'œuvres autour du voyage temporel, des séries de nos voisins britanniques et des bangers oubliés de la pop des années 2000. N'hésitez pas à aller écouter ces podcasts si vous êtes nouveau ici, et libre à vous de venir discuter des œuvres sur les réseaux sociaux, comme sur le compte Instagram Recollection Podcast. C'est un échange que j'ai toujours plaisir à avoir. Il y a des phrases que je n'aime pas entendre. Parmi celles-là, il n'y a plus de fromage dans le frigo, ou c'est qui celui-là, Timothée Chalamet? On le voyait jamais et d'un coup on le voit partout. Il y a le charisme d'une huître en plus avec ses robes et sa moustache. Loin de moi l'idée de fangirler sur Timothée Chalamet, vous pouvez remplacer son nom par Zendaya ou tout autre nom de l'actuelle génération d'acteurs qui est en train d'exploser sur petit ou grand écran. Je pense vraiment que c'est une erreur de considérer que c'était mieux avant, et que chaque décennie, chaque mouvement, chaque évolution a son intérêt, qui viendra apporter quelque chose qui n'était pas là, au détriment peut-être d'autres choses certes, mais qui sera témoin de son époque et viendra de toute façon apporter sa touche pour nous divertir, nous émouvoir, nous ravir dans nos salles obscures. Cet épisode s'adresse à tous ceux qui se demandent quel film conseiller ou quel film regarder pour découvrir telle ou telle star actuelle du grand écran, et ceux qui ont déjà considéré que c'était mieux dans les années 80, mais qui sont prêts à changer d'avis. L'acteur du moment, c'est celui mentionné dans l'introduction, c'est-à-dire Timothée Chalamet. Impossible d'avoir loupé le raz-de-marée occasionné par son arrivée sur la scène actuelle. Son jeu d'acteur mûrit depuis son enfance, avec sa famille maternelle très affiliée à Broadway et au cinéma, ses études dans des établissements pour jeunes artistes et ses premiers rôles dans des publicités, courts-métrages et séries plus ou moins connues à partir de l'âge de 13 ans. Certains d'entre vous l'ont peut-être découvert dans la série Homeland où il tenait le rôle secondaire du fils du vice-président. Quant à moi, et pour certainement beaucoup d'entre vous, j'ai croisé pour la première fois la route de cet acteur lorsque j'ai visionné Interstellar de Christopher Nolan. Il y interprète le fils de Cooper. Ce n'est pas LE film pour découvrir Chalamet, mais ça reste un film énorme à ne pas louper et dont je vous reparlerai dans un épisode prochain. Non, si vous voulez vraiment découvrir son talent, je vous recommande Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, sorti en 2017. Film magnifique, tant par son scénario que par son esthétique. Il raconte l'histoire d'amour entre Elio, son personnage donc, et Oliver qui est interprété par Armie Hammer. C'est le récit du passage à l'âge adulte, le plaisir du soleil sur la peau en vacances, les amours adolescentes et sensuelles dont l'issue est annoncée par la fin de l'été, l'odeur des fleurs et la saveur des fêtes sur la plage, et aussi une très belle relation père-fils. Ce n'est pas pour rien que le film l'a révélé au grand public. Rien que pour la scène de fin, un plan séquence de 4 minutes filmant face à la cheminée son visage où passe toute l'émotion résultant des événements précédents, sans parole, avec la belle musique de Sufjan Stevens, la neige tombant par la fenêtre en arrière-plan. Je n'en révèle pas plus évidemment, mais c'est à ce moment qu'en 2017, tout spectateur se dit immédiatement « on le reverra ». Et pour le revoir, on l'a revu. Il joue ensuite sous la direction de Greta Gerwig et avec Saoirse Ronan dans Lady Bird et l'équipe du Dr March, que je recommande également chaudement. Et dans Ma Beautiful Boy avec Steve Carell, que je n'ai pas vu mais qui est sur ma liste à voir car on me l'a souvent conseillé comme contenant une très belle interprétation des acteurs. Il joue également dans différentes productions, je n'ai pas tout vu, mais pour en citer quelques-unes que je peux vous conseiller, il y a Le Roi de David Michôd, très sympa, sauf niveau fidélité historique, parce qu'ils ont tout misé sur la coupe Godefroy de Montmirail de Timothée Chalamet. Je peux aussi vous conseiller The French Dispatch de Wes Anderson, on aime ou on n'aime pas le style symétrique, coloré, poétique du réalisateur, et dont c'était pas le meilleur film, j'avoue, mais qui est quand même très plaisant si on apprécie cette cinématographie. Parmi les autres films dans la filmo de Timothée Chalamet, il y a aussi Don't Look Up d'Eni Cosmic, qui est aussi un très chouette film satirique avec Jennifer Lawrence, à voir sur Netflix, autour de la thématique de l'écologie, la désinformation, les réseaux sociaux et l'inaction politique face aux enjeux climatiques. Et comment ne pas parler de la franchise Dune de Denis Villeneuve dont il est la tête d'affiche. Alors c'est vraiment la grande saga SF en cours. On y suit le parcours de Paul Atreides, dont le destin semble intimement lié à la planète Arrakis, où l'épice qui est récoltée ouvre les portes du voyage spatial. Je ne peux parler qu'en termes élogieux des 2 films sortis à ce jour. Le premier a un rythme un petit peu lent qui a certes lassé certains, mais qui permet de contempler le merveilleux désert, qui met en place l'intrigue politique et où on rencontre le fameux personnage de Paul.
Et le deuxième film est tout en action. Ça permet de creuser le thème du fanatisme religieux à travers ce personnage. La BO de la franchise est signée Hans Zimmer et c'est d'une immense qualité immersive et artistique. Elle lui a valu l'Oscar du meilleur compositeur pour une bande originale. Et clairement, Timothée Chalamet a pris du galon depuis Call Me By Your Name, quand il scande silence en utilisant la voix à la mère supérieure, ou qu'il devient le messie au milieu d'une foule de Fremen qui étaient d'abord prêts à le tuer. Actuellement, il est à l'affiche d'Un Parfait Inconnu, qui est un biopic sur Bob Dylan. Vous n'êtes pas prêt de voir cet acteur disparaître des têtes d'affiche, alors j'espère vraiment vous avoir fait changer d'avis sur lui, et aussi vous avoir fait découvrir quelques bons films, parce qu'il a vraiment une filmographie quasi sans faute. Passons maintenant à une actrice dont le profil est sensiblement le même que lui dans le traitement médiatique et qui partage avec lui l'affiche de Dune d'ailleurs, c'est Zendaya. Elle est fille d'une directrice de théâtre, elle a fait ses premiers pas dans la comédie sur les planches en interprétant des classiques, puis elle a intégré un établissement spécialisé dans l'art, donc elle est multicasquette et elle devient rapidement une star de Disney Channel. Elle a fait grandir sa notoriété en participant à Danse avec les stars, en sortant 2 albums solo en tant que chanteuse, et en jouant les guests dans les clips de Bad Blood de Taylor Swift ou Lemonade de Beyoncé. Elle devient une actrice de premier plan quand elle intègre le MCU, ou Marvel Cinematic Universe, en interprétant le rôle de MJ, la copine de Peter Parker, dans Spider-Man Homecoming, rôle qu'elle reprendra dans les volets suivants, aux côtés de Tom Holland, son partenaire à la ville. J'ai du mal à suivre le MCU, mais Spider-Man fait partie des films de l'univers que j'aime bien suivre, même si ce n'est pas mon Spidey préféré. Zendaya joue également dans la comédie musicale à succès The Greatest Showman avec Hugh Jackman. Personnellement, je suis passée un peu à côté de cette histoire autour des thèmes de l'acceptation, des différences et du personnage réel de Phineas Barnum, qui est le fondateur du premier cirque. Là où j'ai été éblouie par Zendaya, c'est dans la série Euphoria, production HBO débutée en 2019, créée par Sam Levinson et qui compte à ce jour 2 saisons. D'ailleurs, ça serait bien que la 3e arrive, ça fait un moment qu'on attend là. Au départ, je n'étais pas très attirée par le speech, une bande de jeunes millennials dans un lycée comme on en a vu plein. Et puis j'ai visionné par hasard une vidéo YouTube, The Beauty of Euphoria, et là, j'ai démarré le visionnage, et putain, quelle claque! Ce que le fond a à dire, ce n'est pas franchement neuf. Les séries sur le lycée, la drogue, l'adolescence, ça ne manque pas. Mais la forme, la façon dont c'est raconté a osé sortir des codes très classiques du genre et proposer à son public une cinématographie ultra soignée, inspirée par le travail de Petra Collins, qui n'a finalement pas été créditée mais qui avait travaillé sur l'esthétique de la série. Les travelling avant, les panoramiques circulaires, les gros plans, l'utilisation de la lumière, tout est au service de l'histoire, des émotions des personnages et des spectateurs. La performance des acteurs est au sommet, surtout Zendaya qui a été récompensée par un Golden Globe pour son rôle. Elle a complètement cassé son image de produit Disney et elle nous livre une interprétation impeccable de Roux qui est ravagée par la drogue et incapable de se sortir d'un cercle infernal d'addiction. Elle se met dans des situations impossibles, elle essaye d'aimer au milieu de cette souffrance infinie qu'elle ressent à cause de son profil atypique et la mort prématurée de son père adoré. La scène introduisant son addiction est extraordinairement réalisée avec l'excellente BO de Labyrinthe, celle où le monde tourne autour d'elle alors qu'elle est sous emprise également, et la scène finale de l'épisode 8, quelle scène! Elle clôture magistralement la saison avec une chorégraphie et un retour à la chanson de Zendaya. Et aussi la scène de l'église dans la saison 2. Bref, j'aime cette série, j'aime cette actrice depuis que je l'y ai vue. Vous pouvez retrouver également Zendaya dans Malcolm et Marie sur Netflix. C'est un film en noir et blanc sur les tensions d'un couple qui est également réalisé par Sam Levinson. Vous pouvez aussi la trouver dans Challengers de Luca Guadagnino, vous savez le réalisateur de Call Me By Your Name, dans un triangle amoureux entre 3 stars du tennis que j'ai trouvé sympa malgré une BO assez envahissante. Et évidemment Dune, dont j'ai largement parlé tout à l'heure. J'ai personnellement très hâte de la voir dans l'adaptation de l'Odyssée d'Homère par Christopher Nolan. Mon 3e choix est un acteur et producteur britannique à la notoriété plus mesurée que les autres comédiens cités, en France du moins, et un poil plus âgé, mais il mérite amplement son succès grandissant et sa tête d'affiche dans le dernier Clint Eastwood. Vous avez sûrement déjà croisé au fil de vos visionnages Nicholas Hoult au vu de son impressionnante filmographie due aux ses 35 ans. Il a commencé la comédie à l'âge de 3 ans et il a rencontré son premier succès cinématographique à 13 ans, avec le film Pour un garçon qui est sorti en 2002. Ça raconte l'histoire d'un célibataire séduisant, qui est joué par Hugh Grant, qui aligne les conquêtes et qui décide de s'attaquer au mère solo, sauf que ses plans vont être contrariés par le jeune Marcus, que Nicholas Hoult interprète. C'est un très chouette film qui tient beaucoup au talent de son casting et aussi à son excellent scénario. À la suite de ce film, c'est la série Skins, première du nom, la version britannique, qui a contribué à rendre célèbre Nicholas Hoult.
Si vous ne connaissez pas cette série, on va dire que c'est la grande sœur d'Euphoria. Le glamour en moins et la touche british en plus. Après son interprétation remarquée de Tony, Nicolas Hoult figure dans de nombreuses productions, hollywoodiennes comme indépendantes, dans les années 2010. Si je ne devais en choisir qu'une, je choisirais Mad Max Fury Road de George Miller. Quatrième film de la franchise, sorti en 2015, elle raconte les aventures de Max, joué dans cet opus par Tom Hardy. C'est un ancien flic qui a survécu à un holocauste nucléaire dans les terres ravagées et désertiques que furent autrefois notre monde. Au début du film, il est enlevé par les War Boys, qui sont les soldats d'Immortan Joe, un tyran détenant des réserves d'eau immenses. Et l'un d'eux est Nux, le personnage de Nicolas Hoult, qui espère se démarquer dans une mort héroïque en se lançant à la poursuite des épouses du tyran, qui sont en fuite à bord du porte-guerre conduit par la badass Furiosa, jouée par Charlize Theron. Alors je n'ai pas vu les autres Mad Max, mais je n'ai eu aucun mal à rentrer dans l'histoire, malgré une mythologie assez étoffée, et le duo de personnages de Max et Furiosa est incroyablement convaincant, tout en complémentarité, en force, en impact. Il s'agit d'un film d'action, et de l'action il y en a. Des courses-poursuites en voiture, des combats armés, des guitares qui giclent et des flammes, tout ça dans un rythme épileptique, contenant même des passages en accéléré. Et pourtant, on a régulièrement le temps de respirer et de laisser une place aux enjeux émotionnels des situations. La photographie est superbe, avec un style très affirmé, les décors, les costumes, les maquillages, bref, génial. Le film a raflé beaucoup de récompenses en 2016. Même si vous n'êtes pas un habitué du genre action, si vous n'avez pas encore vu ce blockbuster, vous pouvez y aller. Dernière recommandation de production avec Nicolas Hoult, c'est la série The Great, qui est disponible sur Max. 3 saisons, produites de 2020 à 2023, sont centrées sur le personnage de Catherine II de Russie, surnommée Catherine la Grande, d'où le nom The Great, et en particulier sur son mariage avec Pierre III. Ces 2 rôles sont attribués à Elle Fanning, qui est excellente, et Nicolas Hoult. Leur relation Je t'aime moi non plus est loin de verser dans le romantisme, elle est dépeinte plutôt sur un ton satirique. L'humour absurde ou le comique de situation y sont ultra efficaces, leur couple également. Lui, il y est hilarant en empereur tyrannique imbécile, et si vous êtes amateur de comédie pas si historique que ça, vous pouvez aller visionner cette petite pépite. Dernièrement, vous avez pu retrouver cet acteur dans Nosferatu de Robert Eggers avec Lily Rose Depp, juré numéro 2 de Clint Eastwood, et il sera bientôt l'ennemi de Superman dans le prochain film de la saga réalisé par James Gunn. La dernière actrice dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui est liée à Nicolas Hoult par 2 films. D'abord Le Menu de Mark Millar, qui est sorti en 2002. C'est un thriller très original où Ralph Fiennes est un chef en pleine désillusion qui veut zigouiller tout le monde. Et par la franchise Mad Max où elle tient le rôle titre du spin-off dérivé de Fury Road. C'est évidemment Anya Taylor-Joy. Au vu de son parcours, il n'était pas aussi évident que les autres acteurs mentionnés aujourd'hui qu'elle aurait une grande carrière dans la comédie. Elle n'a pris des cours qu'à partir de l'âge de 14 ans, quand elle a décidé de quitter l'Angleterre pour les États-Unis après avoir été harcelée à l'école. Elle est repérée à 17 ans par une agence de mannequins, et c'est par la rencontre d'Alan Leach, qui prête ses traits à Branson dans la série Downton Abbey, qu'elle entre dans le monde du cinéma. En 2015, à 19 ans, elle incarne le personnage principal du film The Witch. Ça se prononce Witch, mais ça s'écrit avec 2 V, de Robert Eggers, qui a rebattu les cartes du genre horrifique en évitant les codes habituels, screamers, violons, etc., pour privilégier une atmosphère angoissante avec seulement quelques plans effrayants et surtout de l'horreur de situation. Le cinéma de Robert Eggers répondra à ces critères lors de ses films suivants, en tout cas pour The Lighthouse et The Northman. Pour Nosferatu, je ne peux pas dire, je l'ai pas encore vu. Entre parenthèses, Anya Taylor-Joy était censée incarner le rôle de Lily Rose Depp, mais c'est un conflit d'emploi du temps qui a fait qu'elle n'a pas joué dedans. Personnellement, je trouve ça très dommage, mais bon, il paraît que la prestation de Depp vaut le coup d'œil, alors je ne crie pas ma déception trop fort. Revenons à Taylor-Joy, qui montre déjà l'étendue de son charisme dans cette première fois en tant que personnage principal, qu'elle confirmera dans le film Split par Night Shyamalan, sorti en 2017. J'aime bien ce réalisateur, mais sa filmographie est d'une qualité très aléatoire, frôlant le génie sur certains de ses films et franchement médiocre sur d'autres. Bingo pour Split, thriller très efficace porté par James McAvoy. Ultra bon dans le rôle d'un homme souffrant de troubles dissociatifs de la personnalité, incarnant donc 24 personnages dans le film, et il est le bourreau de 3 adolescentes vu qu'il les enlève et les séquestre. Et parmi ces 3 adolescentes, on a Casey, qui est incarnée par Taylor-Joy, et qui est également un immense atout du film. Mais c'est dans Le Jeu de la Dame, qui est une mini-série Netflix sortie en 2020, qu'elle explose et devient un visage connu du public. Bon timing pour cette excellente production où on nous régale pendant 7 épisodes du talent d'Anya Taylor-Joy en Bess Harmon, jeune orpheline des années 50 découvrant par hasard le jeu d'échecs et qui avouera pour en être la championne. C'est un bel exploit de rendre fluide une histoire autour d'un jeu complexe, parfois considéré comme barbant, et dominé à cette époque par les joueurs masculins.
En cela, la série s'inscrit dans une logique féministe de montrer une femme luttant pour sa reconnaissance dans un monde d'hommes. J'ai aussi aimé Anya Taylor-Joy dans un autre film versant dans l'horreur, cette fois psychologique. C'est Last Night in Soho d'Edgar Wright, sorti en 2021. Le film n'est pas très connu, je me souviens de la salle quasi vide après avoir lutté pour trouver une séance dans un des cinémas autour de chez moi, et peu de personnes autour de moi le connaissent. Le film se passe à Londres et on suit une jeune étudiante en mode qui est jouée par Thomasine McKenzie, que vous avez peut-être vu dans Jojo Rabbit, qui est propulsée la nuit dans les années 60 dans le corps de la séduisante Sandy, Anya Taylor-Joy donc, chanteuse amateur flirtant avec Jack, Matt Smith, toujours très bon, jusqu'à faire des découvertes peu rassurantes. Le film joue avec une ligne très floue entre la réalité et le mystique, avec une BO et des costumes dignes de la décennie qu'elle représente. C'est ce film qui lui a permis d'être choisi au casting de Furiosa, qui est un préquel de Fury Road dont je vous ai parlé plus tôt dans l'épisode, et sur lequel je ne reviendrai pas trop longtemps car il est aussi bon, ou presque, grâce aux mêmes qualités et un respect tant dans l'écriture que le jeu du personnage incarné à l'origine par Charlize Theron. On retrouvera prochainement Anya Taylor-Joy dans le 3e opus de Dune, après avoir révélé au dernier moment qu'elle était à l'affiche du 2e, sous forme de caméo annonçant son rôle futur, que les fans savaient extrêmement important. J'ai parlé d'un certain nombre de films dans cet épisode, j'espère ne pas vous avoir noyé, mais qu'au contraire vous y aurez trouvé des œuvres à découvrir, ou que vous avez été heureux de retrouver. Peut-être que vous n'avez pas écouté ce numéro pour vous, mais pour pouvoir dire à vos darons « Va voir ce film, tu changeras d'avis sur lui ». Mais vous pouvez aussi leur dire de venir écouter directement ce podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye!